Donc merci à tous d'avoir rejoint notre table ronde sur la thématique les nouvelles technologies pour la lutte contre les risques cyber et les risques de fraude. Donc aujourd'hui, autour de ce lot de tables, on est donc 5 pour échanger sur le sujet. Avec autour de la table donc Marc Lanvin, donc DGA chez Floa. Merci Marc de t'être joint à nous. Benoît Triolo, côté CO, côté Gatewatcher, donc, qui pourra aussi nous parler notamment des menaces avec le sujet avec lequel on va commencer. Wilfried Leber, qui est à la fois président du GT AFG, c'est ça voilà, du GT Cybersécurité de l'AFG et Deputy CISO Global de Amundi. Et enfin, Arnaud Gardin, côté Another Way. Donc, si je me souviens bien, tu es directeur des solutions clients et des partenariats stratégiques. Voilà, j'ai bien appris tous les titres. Donc, merci à tous les quatre de vous joindre à moi pour parler de cette thématique des nouvelles technologies dans la lutte contre les risques cyber. Donc, justement, pour parler de ce sujet, je pense que tout à l'heure, on a eu une amorce de discussion sur ces nouvelles technologies et comment elles font évoluer la menace et à la fois la menace et la réponse à ces menaces, donc avec ce perpétuel jeu du chat et de la souris entre attaquants et défenseurs, que ce soit sur les risques cyber et les risques plus spécifiquement de fraude. Donc aujourd'hui, on va essayer d'échanger un petit peu là-dessus. Donc justement pour développer l'amorce qu'on a eue tout à l'heure sur les nouvelles menaces, quelles sont pour vous finalement les menaces, quelle est l'évolution de la menace, qu'est-ce qu'on observe finalement, usage de nouvelles technologies, usage plutôt de techniques habituelles, etc. Voilà. Bonjour à tous, je vais peut-être commencer sur ce sujet-là. Je dirais, je n'étais pas au courant du contenu de l'intervention d'avant, mais du coup, je vais être assez aligné sur le thème faire du neuf avec de l'ancien. En tout cas, c'est ce qu'on constate. Je vais appuyer mon propos sur notre équipe de CTI qui réalise un baromètre tous les semestres, un petit peu des tendances et de la menace, en extrayant ce qui concerne le domaine financier et le domaine bancaire. Dans les choses qui ne changent pas, le domaine bancaire reste la cible numéro 1 des attaques. On est à 23,5% des attaques qui concernent le domaine bancaire. C'était le premier domaine visé, ça l'est toujours et ça le restera sans doute. Le second étant les nouvelles technologies avec à peu près 19% des attaques. Donc ça, on est dans de la continuité. On est aussi dans de la continuité sur les acteurs, je dirais, et leur méthodologie et quelque part les outils qu'ils utilisent. Pas de révolution sur les dernières attaques qu'on a vues dans le domaine de la finance et des banques. Si on regarde des acteurs comme TA505 par exemple, c'est des acteurs qui opèrent depuis une dizaine d'années et qui en fait se spécialisent, s'améliorent, mais utilisent les mêmes techniques, et notamment parce qu'ils sont financés par des États la plupart du temps. C'est aussi des activités rentables, donc ils ont de plus en plus de moyens. C'est un peu comme la BPI qui finance le secteur technique français. Là, on a des groupes criminels qui sont aussi financés par des États et qui continuent à s'améliorer. Donc TA505, par exemple, il y a 10 ans, ils s'appuyaient beaucoup sur des outils tiers. Maintenant, ils ont les moyens de développer leurs propres outils sur toute la kill chain. Et donc, ils maîtrisent de mieux en mieux toute la kill chain. Beaucoup de campagnes de phishing, par exemple, qu'on a vu sur les derniers mois, toujours très efficaces. Et puis, des petites évolutions dans leurs TTPs. Ils utilisent beaucoup plus de backdoor. Les banques en ligne en ont été victimes. Les sites de e-commerce aussi. Voilà, donc je dirais on fait de l'ancien avec du neuf et des groupes criminels qui sont malheureusement de plus en plus efficaces sans révolution. Dans les autres tendances, peut-être que je voudrais mentionner deux choses. Sur la partie crypto-monnaie, on avait beaucoup de campagnes de phishing, on avait beaucoup d'info-stealers, on en a un peu moins en ce moment, et on constate beaucoup plus de crypto-miners, donc des attaques qui visent à déployer des crypto-miners sur des machines compromises. Je ne suis pas assez
spécialistes du domaine de la finance pour arriver à corréler ça avec le cours des différentes crypto-monnaies, mais sans doute que ça a un impact. En tout cas, nous, de notre analyse, on voit les changements de méthodologie autour des crypto-monnaies et l'utilisation de beaucoup plus de crypto-miners. Et le dernier point, on avait classiquement vraiment deux types d'attaquants, les state-sponsored et les groupes cybercriminels. Là, sur les derniers mois, on a vu l'arrivée de cyberactivistes et de plus en plus présents, de plus en plus actifs, notamment sur des pays comme l'Iran, la Chine et bien sûr la Russie. Donc ça aussi, c'est quand même une tendance qui est en train d'augmenter et ils prennent une part importante de l'ensemble des cyberattaques. Voilà en quelques mots pour résumer. Je vais ajouter un point très important concernant la fraude aujourd'hui. On l'a souligné dans un des chiffres tout à l'heure sur l'usurpation de compte. C'est tout ce qui concerne l'ingénierie sociale. Et on se rend compte d'un élément majeur aujourd'hui, c'est la croissance, l'industrialisation des méthodes des attaquants pour faire de l'ingénierie sociale. Alors pourquoi ? Vous l'avez vu, on a de plus en plus de solutions techniques pour protéger nos assets techniques. Nos actifs techniques sont relativement bien protégés. On peut toujours faire mieux, mais ils sont très bien protégés. Et donc, naturellement, le maillon faible devient le collaborateur, le dirigeant, le fournisseur ou le client. Et ça, les attaquants l'ont bien compris. Et donc, c'est pour ça que vous avez vu 80-80% des attaques qui passent d'abord par des vulnérabilités humaines, par de l'ingénierie sociale. Donc ça, c'est un point extrêmement important à prendre en compte dans l'approche non seulement des attaques cyber, mais aussi de la fraude. Parce que se développent de plus en plus des attaques cyber qu'on appelle malwareless, donc sans charge, sans virus, sans malware, qui sont liées vraiment à des approches psychologiques, de la pression, on pourrait parler d'espionnage, on pourrait parler d'harcèlement, qui sont très proches finalement des activités marketing de certaines sociétés et qui sont non seulement massives. Je pense qu'on a tous reçu un mail du neveu de Kadhafi pour recevoir 35 millions de dollars, mais qui sont également de plus en plus ciblés. C'est-à-dire qu'on va cibler qui vous êtes. Tiens, vous étiez aujourd'hui au CyberD, vous vous intéressez à la finance, ça tombe bien, j'ai un produit extraordinaire. Et qui vont changer aussi de canal. Donc on connaît tous le phishing ciblé. Très bien. Mais aujourd'hui, le phishing passe par LinkedIn, il passe par WhatsApp, il passe par les différents canaux de communication qui vont nous prendre, entre guillemets, par surprise. Et ça, c'est extrêmement important dans la perception et dans la mise en place des moyens pour lutter contre la fraude et les attaques cyber. Merci Arnaud. Donc finalement, ce qu'on observe, c'est que les outils et les méthodes utilisées par les attaquants restent finalement les mêmes, mais ces nouvelles technologies, on anticipe et je pense qu'on observera peut-être dans les rapports 2023 de l'année prochaine des menaces, mais par exemple l'usage de nouvelles technologies pour industrialiser encore plus, notamment ces sujets phishing avec les imitations de voix, les intelligences génératives, pour faire ce genre de sujet, pour faire des mails de phishing encore plus targetés, encore plus industrialisés. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, ce n'est pas des choses qu'on observe, en tout cas tant massivement sur l'année passée, mais c'est des choses auxquelles on s'attend et c'est ce qui était présenté tout à l'heure. Donc après ce petit état de la menace, je propose qu'on discute maintenant du vrai sujet des technologies et comment nous, on les utilise d'un point de vue défensif, peut-être en commençant avec la partie détection de fraude, par exemple. Ah oui, alors moi je m'empresse de... Moi je suis le profane dans l'histoire, hein. Je ne suis pas un expert, je comprends un mot sur deux de ce que vous dites, messieurs. Nous, Flora, on est une banque milléniale, on est né en 2001, on est spécialiste du paiement fractionné, on fait à peu près 3 ou 4 milliards de crédits par an, et donc on offre du pouvoir d'achat aux Européens, aux Français, et aussi
aux cyberattaquants, puisqu'ils peuvent avoir à 4 fois plus de pouvoir d'achat en nous craquant que les autres. Et on est à la fois exposé au risque cyber parce qu'on est partenaire d'à peu près 10 000 commerçants différents et qui nous demandent maintenant des SLA de plus en plus importants. Et alors, on est obligé d'être sur le cloud parce qu'on a besoin de puissance de calcul pour être capable de répondre en 200 millisecondes. Et donc, il faut qu'on offre des niveaux de sécurité à l'écosystème, à nos partenaires et aussi aux consommateurs qui, de plus en plus... alors, je ne sais pas s'il y en a moins, parce que moi, ce que j'ai tendance à constater au quotidien, c'est le niveau de sophistication. Avant un phishing, sincèrement, avec 2-3 fautes d'orthographe, on le voyait tout de suite. Avec les liens hypertextes, l'adresse email. Maintenant, aujourd'hui, il y a vraiment des trucs qui sont canons. Ils exploitent même les nouveaux niveaux de sécurité qu'on a mis, nous, la profession, pour se prémunir, notamment DSP2. C'est peut-être un secret pour personne de savoir que ça a été une grande phase de phishing parce qu'ils ont exploité les nouveaux niveaux d'authentification forte qu'on avait voulu mettre dans la profession et ils ont au contraire exploiter ces failles. C'est pareil sur l'exploitation des cartes SIM, enfin de tout ce qui est authentification liée au téléphone mobile. Donc aujourd'hui, nos attaquants sont dans le monde entier et sont de plus en plus sophistiqués. Avant, moi je viens de l'époque où on disait que le web c'était pas bien, que c'était mieux d'avoir des photocopies de documents, et puis on leur a appris aux responsables de la fraude et du risque que finalement avec le digital on pouvait apprendre beaucoup plus de choses, on pouvait voir des documents pixelisés, on pouvait savoir on pouvait savoir la langue du système d'exploitation, on pouvait apprendre des choses et on pouvait lutter plus efficacement contre la fraude avec le digital que dans le monde physique. Et maintenant la situation s'inverse aussi, c'est-à-dire qu'on a des niveaux de protection avec l'IA, avec le digital, avec vous, les éditeurs qui nous accompagnent. Ce qui fait qu'on a de nouvelles types de fraudes auxquelles il faut être en permanence vigilant. Effectivement, la fraude au téléphone, la fraude à la voix, où il faut se doter aussi de nouveaux outils qui nous permettent de reconnaître une ambiance vocale plutôt que pour être capable de se rendre compte que ça fait 4 fois que l'ambiance sonore est la même alors que le type se présente de façon différente. Donc c'est la course, notre quotidien à nous métiers, c'est la course de l'UX la plus fluide pour les clients et la protection la plus importante pour nos clients, les clients des autres, parce que c'est ça auquel on est exposé aujourd'hui, c'est qu'on est à l'affût, nous, de tout ce qui est vol de data, parce qu'on va avoir des vrais faux clients en face de nous et des vrais, pas usurpateurs, mais usurpés. Et on est là aussi pour protéger notre écosystème, c'est de protéger nos clients, tous les clients, d'être en lien avec nos confrères pour partager nos dispositifs et protéger aussi quelque chose qui nous est très cher, c'est tout l'écosystème autour du e-commerce, parce qu'on est là aussi pour protéger nos partenaires contre des attitudes malveillantes qui sont vues de nous, de plus en plus sophistiquées, de plus en plus techno. Il est loin le temps où on mettait des trucs au Tipex sur un avis d'imposition. Et maintenant, nos attaquants sont de haut niveau et c'est la course à l'échalote de celui qui apportera la meilleure des solutions. Donc plutôt l'IA pour la détection de fraude. L'IA, le cloud, la puissance de calcul, des niveaux complètement inégaux d'attaquants. Il y a des niveaux de sophistication différents. Il y a des petites attaques d'ingénierie familiale, parfois, qui se filent la combine. Et puis, il y a des niveaux très sophistiqués sur lesquels il faut être plus que vigilant, parce que c'est de mon point de vue de profane, le sujet s'est nettement accéléré. Donc ça, c'est sur la partie fraude. Et alors, pour tout ce qui va être détection plutôt d'incidents cyber, là elle est pour toi cette question-là. En termes de détection pure, on voit beaucoup de solutions qui utilisent l'intelligence artificielle. Et en plus, ça fait déjà quelques années pour certaines. Oui, donc Gatewatcher, on est un éditeur de solutions de détection, pour le coup, NDR. Donc c'est vraiment notre quotidien.
on fabrique une solution de détection depuis 2015 qu'on appelait à l'époque plutôt une sonde réseau, en fait, qui a eu le bon goût d'être qualifiée par l'ANSSI et donc qui protège nos OIV et qui a évolué au fil du temps en fait pour aller vers un terme plus marketing qui est le ENDR, mais qui a une réalité concrète. Gartner définit ça comme étant la combinaison de l'intelligence artificielle, de moteurs d'analyse évolués et de la détection de règles, à partir de règles et de signatures. Chez GateWatcher, c'est exactement ce qu'on fait. On fait cette combinaison des trois et c'est vraiment cette combinaison des trois qui est importante. On a des concurrents qui sont partis à 100% sur le machine learning et sur l'intelligence artificielle et il y a clairement des désavantages. Donc nous on essaye de garder vraiment une multitude de moteurs différents et d'avoir un panel le plus large possible pour détecter en fait les différents types d'attaques et à différents moments de l'attaque et de la kill chain ou de la représentation mitre. C'est comme vous voulez, comme ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc voilà, beaucoup d'IA, de plus en plus d'IA, mais pas que. L'effort qu'on a fait, je dirais, ces dernières années, c'était vraiment d'axer la représentation de la donnée sur l'utilisateur et sur l'asset. L'avantage des sondes réseau, c'est que les paquets ne mentent pas. Et donc, quand vous êtes sur une sonde réseau, vous avez vraiment la capacité de détecter les assets que vous ne connaissez pas de votre SI, parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement, dont vous n'avez pas conscience, même quand vous êtes RSSI. Et donc, quand vous branchez une sonde sur votre réseau, vous avez tous ces assets qui apparaissent. Donc, on a vraiment essayé de représenter toutes les attaques qu'on pouvait détecter, focalisé sur les assets ou focalisé sur les utilisateurs. Donc là aussi, beaucoup de remontées d'informations sur l'utilisateur et sur en fait, la navigation et le trafic réseau de chaque utilisateur. Ça a changé la donne pour l'analyste qui essaye de comprendre ce qui se passe sur son réseau. C'est beaucoup plus user-friendly, je dirais, de penser machine et utilisateur. Et ça nous a permis aussi de préparer le développement d'algo de machine learning d'IA beaucoup plus sophistiqués et de rentrer sur du comportemental à partir du moment où on avait toutes les métadonnées qui étaient reliées à des machines ou à des utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment un petit peu ce qu'on a devant nous et sur quoi on est en train d'appuyer nos efforts, c'est vraiment de développer des algos de détection sur des anomalies comportementales, d'ailleurs que ce soit des utilisateurs ou des machines elles-mêmes. Quand on a commencé à typer une imprimante, le trafic d'une imprimante est vraiment caractéristique et puis quand elle commence à faire d'exfiltration de données, ça se voit vraiment rapidement. Voilà à peu près en quelques mots. Clairement, très clair, merci. Donc finalement, c'est vrai que quand on pense cybersécurité, innovation, nouvelles technologies, on va souvent penser en premier à cet aspect détection. Se dire voilà, plus de capacité de calcul, des algorithmes plus intelligents, plus d'industrialisation. Mais les technologies peuvent aussi être utilisées pour l'humain. Et ça, c'est toi, Arnaud, qui va pouvoir nous en parler. Oui, tout à fait. On vient de parler de détection et puis il y a quelques solutions qui sont dans la réaction pour faire de la remédiation post-incident. L'important, quand on se place d'un point de vue attaquant, c'est que l'attaquant il a un avantage. Il va chercher une faille sur 100, alors que pour la défense, lorsqu'on a fait 99% du job, on n'a pas fini. Donc l'attaquant est en situation, il est presque en situation de supériorité dès le début. Si on adopte le point de vue d'un attaquant, comme je le disais, aujourd'hui les attaquants vont chercher à rassembler de l'information pour cette phase de reconnaissance que vous connaissez dans la cyber kill chain, enfin cette méthode des pirates, que ce soit pour la fraude ou pour les attaques cyber. Ils vont rassembler de l'information sur leurs futures victimes. Nous utilisons l'IA pour rassembler l'information qui vient à la fois des réseaux sociaux ou des réseaux d'attaquants, le deepnet et le darknet, là où s'échangent des informations entre hackers, pour présenter cette information en amont et commencer à réagir, à prévoir une nouvelle défense pour les personnes. Parce que, comme je vous le disais, les attaques vont d'abord passer par des vulnérabilités, des informations disponibles sur les personnes. Donc,
On est en capacité aujourd'hui, avec cette approche, cette vue attaquant, de rassembler ces informations et de dire, regardez, toutes ces informations sont disponibles sur vous. C'est un risque, et un risque avéré qu'on a qualifié avec des milliers d'attaques réussies auprès de clients de banque, auprès de gens qui ont subi des cyberattaques. Et donc nous, aujourd'hui, on est capable de dire, à partir de l'IA, à partir d'un score, si vous êtes au-delà de 6 sur 10, eh bien, vous êtes un peu un conducteur à 150 km/h sur un chemin de terre et sans ceinture de sécurité. Donc si vous n'êtes pas Sébastien Loeb, ça va mal se terminer. Et ça, c'est l'apport de l'IA pour de la prévention. Merci. Effectivement, donc on détecte et on prévient finalement à la fois sur la partie plutôt infrastructure, technologie et sur la partie humain, vie pro, vie perso finalement là-dessus. Et donc, si on sort des sujets détection, on trouve aussi des solutions enfin des utilisations des nouvelles technologies hors, par exemple pour la reconstruction, tu en as parlé tout à l'heure. Et donc Wilfried, je te... Oui, la reconstruction, finalement, c'est la partie qui vient après, finalement, la détection, la réaction, etc. Et qui va venir justement montrer que l'entreprise, la société, le service, en fait, a atteint un certain niveau de maturité. Et je dirais, mais au-delà de ça, avant de parler de la reconstruction, de la partie recovery, sur la partie, il faut aussi être vigilant à ne pas déployer un certain nombre de solutions, en fait, technologiques, pour faire du tick the box en mode je veux faire plaisir aux régulateurs, je veux faire plaisir aux contrôleurs. Typiquement, en fait, tu parlais des solutions de NDR, c'est pas celle-là dont je veux parler, mais je veux surtout parler des solutions de EDR, en fait, qui apparaissent, dont le nom est apparu il y a quelques temps. Et c'est vrai que c'est des solutions, en fait, si on s'en réfère à leur déploiement, en fait, si je peux parler de l'asset management, par exemple, pour Amundi ou pour l'AFG que tu as cité tout à l'heure, on s'aperçoit que finalement les EDR sont déployés de manière assez large, en fait, ce qui peut être surprenant parce que c'est des technos qui sont relativement récentes, en fait, les EDR, et ces Endpoint Detection and Response Tools. En fait, on voit que dans l'asset management, si on interroge finalement les asset managers français, on est sur un taux de déploiement de 56%, donc 1 sur 2. Et si en fait on demande finalement aux asset managers en fait, qui a prévu d'en déployer à court terme ou en train, on monte à en fait à peu près 2 tiers. Donc ça veut dire qu'à très court terme, l'ensemble des asset managers en auront, et puis on peut imaginer que finalement la place financière aussi. Et par contre, ce qu'il faut se demander, c'est quand on déploie ce type de solution, on va en fait, faut faire attention à l'usage qui en est fait. Un EDR, c'est pas juste finalement une case que je vais écosser dans un outil, un antivirus qui va me proposer la fonction EDR, je vais activer ça, et puis je vais me dire tiens, j'ai mon EDR, je suis content, j'ai fait plaisir à mon régulateur, j'ai répondu à mon urgence. En revanche, l'EDR, ces nouveaux outils, c'est des outils dont il faut exploiter les résultats pour justement être capable de réagir justement à un incident, de lancer des opérations de forensics ou d'investigation à distance. C'est ce qui fait finalement la magie de ces outils. Et tout ça, ça va être finalement utile à la partie recovery, justement, qui arrive après la détection, l'intrusion et la réaction. Et justement, cette partie recovery, ce qu'on peut trouver intéressant, c'est que jusqu'à il y a quelques temps, quand on parlait recovery, on se disait j'ai fait des backups. J'ai des backups, je fais, quand je ne suis pas trop mauvais, en fait, des tests de restauration de ces backups, et finalement, ça se limite à ça. C'était un service plutôt IT. Maintenant, on voit que pour le coup, en termes de nouvelles technologies, on voit en fait surgir des solutions qui vont nous permettre de restaurer des services critiques spécifiques, typiquement l'Active Directory. Donc, on va avoir des solutions qui permettent justement d'optimiser la vitesse de restauration de l'Active Directory, le pilier central du système d'information, qui fait que pour le coup, si jamais je le restaure plus rapidement avec des gens moins compétents, finalement, moins experts que finalement les experts Active Directory. Finalement, je vais mobiliser mes experts sur des tâches qui sont complexes et finalement, je vais industrialiser la restauration de mon Active Directory de manière finalement à pouvoir aller relativement rapidement. Et surtout, ces mêmes types de solutions vont être capables de s'assurer que l'Active Directory que je restaure, il est sain et où je suis capable finalement de savoir par où se repasser les hackers pour arriver à le faire tomber. Donc on voit que finalement il y a cette partie restauration qui pour le coup on voit surgir de nouvelles solutions, et ces solutions-là permettent aussi finalement de tester de manière régulière. Parce que pareil, en fait, quand on veut faire des tests de reconstruction, donc soit bascule d'une application, soit bascule de mon Active Directory, soit bascule de mes data centers, en fait, pareil, ces solutions-là, finalement, ces nouvelles technologies qu'on voit apparaître, permettent de tester de manière beaucoup plus régulière. Et en fait, on voit très bien que quand on a affaire en fait, à une situation de crise, l'apprentissage, ça vient par justement la répétition, l'acquisition de réflexes. Et ces nouvelles technologies-là, c'est aussi au-delà de l'intérêt, je dirais,
technique pure en fait. Je dirais, on va laisser parler les geeks et les technophiles en disant c'est super intéressant, ça permet d'aller vite, etc. Mais il y a l'aspect apprentissage humain, où les collaborateurs, les experts, les administrateurs vont être mis en confiance et finalement vont être capables de dérouler leur plan, tout en finalement se concentrant sur ce qui est compliqué, plutôt que finalement en fait perdre du temps en fait ou perdre plus de temps que ce qu'ils en ont perdu en fait à réaliser des tâches qu'ils savent déjà faire très bien. Très, très clair. Peut-être pour creuser ce point que tu as commencé à soulever sur finalement pas les limites, mais les recommandations qui vont avec l'implémentation d'une nouvelle technologie dans le cadre de la protection contre les risques cyber ou contre la fraude. On avait listé peut-être quelques points d'autres recommandations qui peuvent être intéressantes à partager pour effectivement adopter les nouvelles technologies, mais avec une bonne connaissance de toutes les contraintes et les points d'attention à prendre en compte également. Oui, par exemple, tu voulais parler de tout ce qui était régulateur, etc. Exactement. En fait, voilà. Donc sur cette partie-là, pareil, en fait, on a vu, je crois que ça a été dit précédemment, en fait, les régulateurs, donc finalement, il y a une réelle, je dirais, dynamique positive. Ça peut être vu comme une contrainte par certains, mais finalement, pour la cybersécurité, c'est un avantage au sens où on va remonter le niveau de sécurité au global. Et en fait, on voit que finalement, les régulateurs vont en fait devenir beaucoup plus challenging, exigeants sur ce qu'ils vont nous demander à partir du moment où on va contractualiser un service cloud. On peut service cloud parce qu'en fait on va héberger nos données dans ces services-là. Certains providers finalement vont aussi vous arguer que finalement non, c'est pas des providers cloud parce qu'ils n'utilisent pas du Amazon ou du Google, mais oui d'un point de vue je dirais société consommatrice d'un service SaaS par exemple, ou en fait service hébergeant mes données sur les data centers finalement de la société. C'est vu comme du cloud pour le régulateur. Donc en fait, il y a un niveau d'exigence qui est remonté parce qu'en fait, on doit s'assurer que les conditions finalement de sécurité, d'opération de cet opérateur-là en fait vis-à-vis du service qu'il me propose sont peu ou prou les mêmes que celles que je m'impose à moi-même, ce qui fait que pour le coup, je serai capable de m'assurer que de bout en bout, le service que je fournis à mes clients, si je parle pour Amundi ou pour l'asset management, finalement, j'assure le même niveau de disponibilité que je m'impose en interne. Je m'assure aussi que finalement les tiers avec qui je vais travailler seront capables d'opérer le même. Et en fait, on voit qu'il y a d'autres régulations qui arrivent. En fait, vous avez sûrement entendu parler de DORA. C'est un nom qui peut faire sourire en fait parce que c'est un dessin animé. Donc, mais au-delà de ça, donc ce Digital Operational Resilience Act finalement va faire converger la partie recovery et la cyber. Donc finalement, on parle de cyber-résilience maintenant. Et cette cyber-résilience, elle a quelque chose de très sain. C'est-à-dire que finalement, elle remet la cybersécurité comme étant finalement un service au business qui, pour le coup, est là pour s'assurer finalement que mon business va être capable de tourner de manière continue, avec le même niveau opérationnel. Parce que finalement, en fait, empêcher un hacker de breacher une entreprise, finalement, c'est s'assurer que son métier va être capable de continuer à travailler, s'assurer que l'image de marque finalement de l'entreprise ne prend pas un coup tel que finalement on va perdre des clients. Donc au final, la cybersécurité, ça devient un pilier de la résilience opérationnelle. Et DORA ou des régulateurs comme ça c'est pour l'Europe, ou en fait au UK avec la FCA, on voit qu'il y a cette réelle convergence finalement de la cyber et de la résilience qui fait que au niveau des sociétés, en fait, que des sociétés dans la finance ou même ailleurs, en fait, parce que DORA Focus Finance, il y a NIS 2 qui pour le coup est plus large que seulement la finance, va pousser les sociétés à intégrer dans leur plan de résilience opérationnelle non plus des simples tests de bascule, comme on pouvait voir avant, bascule applicative, je bascule sur mon data center, mais intégrer finalement dans les plans de continuité d'activité la partie je m'assure de niveau de sécurité des composants ou des services que je livre en faisant des scans de vulnérabilité. On peut s'appuyer sur des technologies. En faisant des pentests, on peut s'appuyer sur des nouvelles technologies aussi pareil. En fait, on a plein de sociétés qui, pour le coup, fournissent des services d'automatisation des pentests. Et on peut aussi parler de ce qu'on appelle les red teams ou les threat-led pentests. Donc, c'est des tests de pénétration qui, pour le coup, sont drivés par la menace. Et là, on retombe sur la partie, je dirais, OSINT, où finalement, on se dit que c'est des pentests qui, pour le coup, vont faire focus sur la partie de votre organisation, collaborateurs et ou système sur laquelle en fait il y a le plus de valeur. Parce que finalement un hacker, un hacker il est pas si bête que ça en fait, et parfois nous on l'oublie. C'est-à-dire qu'en fait il va tenter de trouver les cibles qui sont à sa disposition au travers de recherches sur LinkedIn par exemple. Donc ça c'est de l'OSINT et finalement c'est la cartographie finalement de vos collaborateurs qui sont peut-être un petit peu plus faibles que les autres ou de vos systèmes qui sont peut-être un peu plus critiques et qu'il faudrait corriger un petit peu plus. Et le régulateur finalement va nous pousser pour en fait monter la marche et je trouve ça plutôt simple pour le secteur.
Donc, à minima, le sujet de réglementaire, souveraineté, etc., qui va notamment s'appliquer sur la partie cloud. Alors, c'est le sujet de la table ronde de tout à l'heure, donc on ne va pas forcément creuser un peu plus. Et l'autre sujet qui va être enfin, l'autre contrainte ou l'autre recommandation à bien prendre en compte, ça va être aussi être sur la partie données personnelles, notamment avec les algorithmes d'intelligence, de learning, etc. Oui, tout à fait, parce que je pense que Wilfried l'a bien souligné. On a une montée en puissance de la cybersécurité sur les outils techniques, comme je le disais. Mais il faut mobiliser toutes les équipes, y compris les dirigeants qui sont parfois plutôt ignorants des risques de leur exposition numérique. Pour vraiment aller au-delà de la sensibilisation, mais qui soit partie intégrante de la cybersécurité. C'est non seulement valable pour les collaborateurs, mais aussi pour les clients ou les fournisseurs qui participent à l'ensemble de l'écosystème de la finance, des banques, des assurances. Non, je voulais réagir sur le sujet des dirigeants et des prérequis et des niveaux de sécurité. Ce que je disais tout à l'heure, c'est une course à l'échalote, mais on a un adage en France, c'est rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Et nous, notre métier, c'est d'être hyper résilient. Hein. Au moment du Black Friday, on fait 60 000 paiements fractionnés en une seule heure. Donc nous, on se bat, dirigeants, pour que nos systèmes soient résilients. Et les RSSI, les gens des systèmes d'information, nous font constamment monter nos niveaux de sécurité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos seuls incidents de résilience qu'on a, c'est quand on a mis des niveaux de sécurité tels que plus personne peut accéder. Ça, c'est la forteresse, mais nos partenaires... je ne veux pas citer de nom, mais ils n'arrivent plus à se connecter parce qu'on a mis des niveaux de sécurité trop élevés. Alors on est obligé de faire un rollback. Oups, on a mis un niveau de sécurité qui n'était pas attendu. Je crois maintenant, moi je suis un vieux monsieur, hein, mais que les dirigeants dans le domaine bancaire, dans le domaine financier sont parfaitement au courant des niveaux de sécurité requis. Maintenant, aujourd'hui, dans les appels d'offres, sur des gros appels d'offres, sur des gros acteurs mondiaux très prestigieux. Maintenant, il y a des SLA, il y a des tels niveaux de sécurité qui sont demandés avec des 99 qui font que ça devient presque ridicule. Des tests de performance en prod en pleine journée. On se demande même s'il faut répondre, s'il ne faut pas dire « vous foutez de notre gueule », parce que sous prétexte de tester si le système n'a pas sauté, on va le faire sauter et on n'arrivera jamais. Donc oui, les dirigeants doivent être attentifs au niveau de sécurité requis et les éditeurs, les professionnels de la cyber doivent être aussi attentifs au fait qu'il faut protéger notre écosystème des intrusions, mais il faut aussi en conserver la fluidité et la manœuvrabilité. Voilà ce que je voulais répondre sur le petit tacle non, c'était pas un tacle. Hein. Le petit sujet sur les dirigeants. Je pense que maintenant tous les dirigeants dans le monde dans lequel on vit sont complètement au fait des périls et des investissements requis qui sont quand même. On vous a donné pas mal de moyens aux uns et aux autres. Je vais faire un petit rebond et un exemple. Il se trouve qu'on a travaillé avec une banque. On a identifié parmi les personnes les plus visibles à la fois sur les réseaux sociaux ou sur les réseaux d'attaquants, les conseillers clientèle. Étonnamment, on a appris que cette banque souffrait de beaucoup de fraude aux faux conseillers. Étonnant. Donc il y a un vrai sujet de prise de conscience de l'ensemble des risques qui vont au-delà de la protection technique. Donc je comprends les éléments de compliance. Je pense que c'est un raisonnement d'écosystème. Et là, c'est effectivement plus complexe, aussi plus stimulant pour les éditeurs que nous sommes. Mais c'est un vrai sujet. Après, la recommandation de sensibilisation du top management reste une bonne pratique, quelle que soit la technologie ou les technologies classiques utilisées. Donc, je pense qu'on peut la garder, même si effectivement certains dirigeants sont très bien sensibilisés, tous, absolument. Donc on a parlé données personnelles, on a parlé cloud, ça on le laisse un petit peu pour la table ronde de tout à l'heure. Il y aura aussi tout à l'heure un autre sujet sur l'intégration des startups et les contraintes qu'on va peut-être leur demander ou les points de vigilance. Donc ça on le garde un peu pour tout à l'heure pour pas
spoiler la suite. Il nous reste quelques minutes là pour discuter des perspectives, finalement, des tendances, des nouvelles technologies que vous voyez apparaître sur le marché, ou que vous anticipez, ou que vous pensez être un petit peu le futur. Alors on a parlé, on a un petit peu quelques bribes sur l'IA. On a parlé aussi de la partie intelligence générative et puis le quantique. Quels sont les sujets qui pour vous vont finalement changer le mindset, les technologies clés qui vont être déployées, les nouveaux EDR, on va dire, si je me permets. Je commence. Allons-y. Je voudrais juste partager avec vous une petite expérience Gatewatcher, d'autant plus que revenir sur l'IA et puis cocher le mot-clé de ChatGPT, sinon on n'a pas fait un bon tour de table. Donc nous, on a une équipe ML depuis le début de Gatewatcher, donc ça fait 7 ans. Donc les algos d'IA, on baigne dedans. Et pour autant, l'arrivée de ChatGPT, ça nous a pas mal bouleversé et je voulais partager ça avec vous. Donc en fait, on utilise l'IA dans nos systèmes pour détecter, on continuera à le faire, on détecte des ransomware grâce à ça, on détecte des attaques sur les protocoles d'authentification grâce à des algos d'IA, et on va continuer dans cette droite ligne à intégrer des algos, que ce soit du supervisé, du semi-supervisé, donc avec apprentissage, sans apprentissage. Et pour autant, l'arrivée de ChatGPT, ça nous a vraiment ouvert les chakras chez Gatewatcher, et je vous citerai juste quelques exemples de choses auxquelles on n'avait pas pensé alors que c'était sous les yeux, les technos on les avait, et pour autant c'est des nouvelles idées qui sont venues grâce à la démocratisation de ChatGPT, son arrivée, le fait que tout le monde maintenant y a eu accès, voit comment on peut l'utiliser. Et donc par exemple chez Gatewatcher, bon, c'est concomitant, je ne suis pas sûr que ce soit lié à l'arrivée de ChatGPT, mais on utilise de plus en plus d'outils pour nous aider. Donc nous, on est des développeurs informaticiens, et donc pour développer notre code, on utilise des outils comme Copilot, et on lui donne un peu de contexte et ça nous génère carrément le code associé. Donc il y a plein de pour et de contre, mais c'est quand même quelque chose qui est en train de rentrer assez fort dans nos mœurs et dans nos usages, et qui nous permet d'être un peu plus rapide sur la génération de code si on l'utilise bien. Ça, c'est un premier usage. Un deuxième usage tout bête, c'est on a pris des moteurs d'IA, de NLP, donc qui traitent du texte, et on a indexé en fait toutes nos réponses à appel d'offres. Et maintenant, en fait, nos avant-ventes, quand ils répondent à un appel d'offres, ils posent une question à un moteur d'IA, et en fait, ils ont une réponse élaborée à partir de notre propre expérience, mais on a juste simplifié la recherche dans N documents, avec toujours des petites différences, mais en fait l'IA liste tout ça et offre vraiment un service intéressant pour nos avant-ventes et nos commerciaux pour de la réponse à appel d'offres. Ça, c'est très interne. Et en externe, sur des choses toutes bêtes, notre documentation, nos produits, peut-être que c'est trop complexe, mais c'est des centaines de pages. Et donc, généralement, les gens ouvrent la documentation et font une recherche par mots-clés. Et on a passé ça dans des moteurs d'IA, et maintenant, en fait, on pose une question à l'IA et elle répond à partir de notre documentation. Et c'est beaucoup plus intuitif et beaucoup plus facile en fait d'utiliser notre documentation. Une autre chose qui est un peu liée, par exemple, nous on prend des règles de signature dans nos systèmes, et on peut à l'IA, à ChatGPT, ça marche directement. Vous pouvez lui demander de générer des règles de détection pour les solutions Gatewatcher, et vous aurez la règle de détection dans le langage approprié qui sera généré. Donc c'est quand même assez puissant et ça marche très très bien. Et le dernier point, toutes nos applications sont APIisées, donc il y a des endpoints API qu'on peut utiliser avec des requêtes plus ou moins complexes. Tout ça est documenté, rentré dans des moteurs d'IA, et maintenant utiliser nos API, c'est vraiment facile. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir de connaissances ni en programmation, ni de lire la documentation. On demande comment on utilise tel endpoint API et l'IA vous répond. Voilà, juste rapidement sur des choses un peu annexes par rapport à la détection chez Gatewatcher, alors qu'en fait on baignait dedans, mais c'est des usages qu'on n'avait pas imaginés en fait. Non mais, et en plus, effectivement, j'avais très envie qu'on parle de ChatGPT parce que c'est le sujet du moment, là où le cloud, c'est vrai qu'on connaît un petit peu plus. Voilà.
Justement, sur ChatGPT, je me suis dit, si je vais t'aborder, on va peut-être dire un mot, mais je pense que c'était bien placé. Je dirais d'un point de vue sécurité pour une entreprise, en fait, puis moi, RSSI et Amundi, je dirais aujourd'hui, il y avait, quand ChatGPT est arrivé, donc en fait, on l'a vu venir de loin, en fait. En fait, pour moi, il faut qu'on se dise que le collaborateur, il est intelligent. Parfois, on va se dire, il faut le former, et en fait, il va être assez réticent à faire des formations. Mais au bout du bout, quand il veut utiliser un outil, ChatGPT, en fait, pour le coup, il va trouver des moyens détournés. Et je pense que nous, notre rôle, en fait, et c'est ce qu'on a fait pour le coup chez Amundi avec les équipes innovation, c'est en fait être capable finalement d'accompagner le mouvement. Finalement, on se dit, finalement, non, je bloque, je ferme, et puis finalement, je vais voir ce que font les autres. Ça peut marcher, j'y crois pas beaucoup, en fait, mais ça peut marcher. Et en tout cas, dans une société qui, pour le coup, en fait, a une capacité d'innover ou d'explorer, on ne dit pas forcément qu'est-ce qu'on va faire avec, quelles vont être les finalités, mais je pense que traitement d'appel d'offres, développement de code, etc. Moi, en interne, par exemple, on m'a dit, de toute façon, ChatGPT, un bon développeur, ça va l'aider, un mauvais développeur aussi, donc pour le coup, à développer plus vite du mauvais code. Donc voilà, l'idée, c'est justement d'arriver à trouver un cadre et surtout d'accompagner les équipes, parce qu'on se rend compte qu'on a potentiellement des moyens de sécuriser, qu'au bout du bout, si vous cherchez en fait à faire de la sensibilisation sur comment bien utiliser ou pas utiliser ChatGPT, ça revient à dire mettez pas d'informations confidentielles dedans, ne prenez pas pour argent comptant tous les résultats qui vous seront remis. Finalement, c'est un petit peu du bon sens, un rappel de bon sens. Mais au final, ça veut dire que nous, équipe sécurité, et c'est ce qu'on a fait côté Amundi avec les équipes innovation, c'est en fait finalement aller dans l'accompagnement pour permettre justement de voir quelle valeur on pourrait tirer de telle ou telle solution et potentiellement l'intégrer dans nos services. Et donc, y compris dans les services cyber, pour l'utiliser pour de la sensibilisation, de la documentation, des choses comme ça. Après, voilà, c'est encore en cours, j'entends, etc. Mais je suis sûre qu'on en parlera d'ici quelques minutes, peut-être, enfin d'ici quelques mois ou quelques années plutôt. Peut-être pour conclure, vu qu'il nous reste quelques minutes, je pense qu'une des réflexions qu'on s'était faites aussi en préparant cette table ronde, c'est que finalement les nouvelles technologies ne sont pas forcément toujours nécessaires à l'innovation et qu'il y avait des changements de paradigme qu'on voyait et qui finalement bouleversaient les solutions et l'offre de services cybersécurité. Sans toutefois s'appuyer sur de la nouvelle technologie au sens propre. Je vais, en termes de changement de paradigme, j'aime bien parce que souvent on voit popper des nouveaux concepts en fait. Donc en gros, on parle de zero trust, on parle de cyber security mesh, etc. Donc pour le coup, il y a plein de nouveaux concepts qui apparaissent. Et je dirais pour revenir à un qui pour le coup était basique et qui pour le coup me plaisait bien, il y avait la vision château fort et puis aéroport. Donc pour le coup, en fait, on construisait des barricades pour éviter que finalement, en fait, l'externe en fait pénètre le système d'information en interne. Et je dirais aujourd'hui, si on regarde, donc au-delà de ces beaux concepts, si on prend le Zero Trust par exemple, en fait on va se dire que c'est l'empilement de choses qui existaient déjà, que ce soit de l'authentification, identification, contrôle de sécurité, gestion des accès à l'application ou dans une application. Finalement on voit que ces concepts, ces paradigmes font que pour les dirigeants, potentiellement, en fait, ça permet de mieux vendre en fait une stratégie. Finalement, le Zero Trust, c'est quoi? Mais finalement, on l'explique en 4 ou 5 points. Ça permet d'éviter d'empiler finalement, enfin, de décrire l'empilement de solutions sécurité qui est présente en entreprise. Et au moins, ça présente un concept. Ça peut avoir en fait un intérêt en termes de marketing interne, si je peux dire. Mais au final, ça fait c'est finalement du bon usage de solutions qui pouvaient exister déjà. Et en fait, pour le nouveau concept qu'on voit poindre en fait un cyber security mesh, je crois que c'est Gartner qui l'a poussé. Je dirais sur celui-là, au final, c'est si vous regardez, j'ai regardé il n'y a pas longtemps en fait, pour être honnête. Mais en fait, si vous regardez, c'est en fait la collaboration, en fait, le partage d'informations sécurité au sein d'une entreprise ou intra-entreprise. Donc au final, c'est si je prends l'exemple de l'asset management, en fait, donc côté Amundi, ils ont développé l'OpenAML. C'est une manière de typer les informations qui sont échangées entre différents asset managers et donc de simplifier les échanges, les API, la communication, et donc à partir du moment où c'est plus clair, c'est plus facile à sécuriser, et donc c'est ce type de concept qui, au-delà finalement du côté marketing, en fait, font que ça permet de pousser non pas des nouvelles technologies, mais de mieux mettre en place la stratégie sécurité au final. Absolument. Et du coup, ce serait finalement notre mot de la fin, parce que je sais que la table ronde qui suit est prête à se lancer. Et donc finalement, le mot de la fin, c'est peut-être qu'il peut y avoir aussi beaucoup d'innovation en utilisant les technologies existantes ou les anciennes technologies d'il y a quelques années, enfin les nouvelles technologies d'il y a quelques années, et donc avec notamment ces nouveaux concepts, la plateformisation, etc. Et donc on sera ravis d'échanger avec vous dans la suite, au cocktail, etc., pour développer ça si besoin. Merci à tous les 4. Merci.